Hello à tous, comment ça va? On essaie de reprendre un petit peu le rythme là, tranquillement. Donc là, on va quand même y aller un peu soft. Il va y avoir quelques jeux casus dans ma sélection. C'est ma nouvelle facette. Donc bah, évidemment, comme d'hab, si vous aimez le contenu, abonnez-vous, le pouce bleu. Il y a la petite page KissKiss aussi pour aider un petit peu financièrement si vous pouvez. Et puis il y a la boutique partenaire Golden Meeple chez laquelle il faut aller si vous avez de l'achat de jeux parce que là-bas c'est très cool et c'est vrai qu'il est très sympa. Donc commençons sans plus tarder par le premier jeu, donc Beast, qui sort chez Don't Panic Game en localisation, qui vient de sortir là, tout juste fin septembre, si je dis pas de bêtises. Je l'ai depuis août, moi. Il avait été en test à PEL et bah, la DA m'avait beaucoup attiré. J'en avais entendu parler sur BGG. Le style de jeu, par contre, évidemment, faut aimer ça. C'est un style de track, hein, tout simplement. Il y a un joueur qui joue la bête, qui est caché, et les autres qui jouent les chasseurs et qui se coordonnent pour essayer de trouver la bête. Le twist un peu rigolo thématiquement, c'est qu'en fait, la bête est le gentil et les chasseurs sont les méchants parce qu'en fait, les humains ont envahi un territoire des esprits. Et en fait, la bête représente un esprit qui essaie de défendre la nature, en fait. Donc je trouve ça plutôt twist thématique assez sympa. Et puis bon, bah, c'est renforcé, je sais pas si vous le voyez déjà, par une direction artistique qui est juste totalement incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le designer du jeu est directeur artistique à la base, donc il a fait les deux, il a fait à la fois le game design et la DA. Et c'est juste... pour le coup, je trouve que c'est un argument de vente énorme pour le jeu. En plus de ça, le matos est vraiment cool. Parce qu'il y a des meeples, sangliers, moutons, avec une petite dorure gravée et tout. Bon, ça fait vraiment son effet. Et puis voilà, moi je trouve que vraiment l'immersion dans l'univers est totalement immédiate grâce à ce travail de direction artistique qui est juste, qui est totalement mon truc. J'adore autant les cartes que les plateaux, que le plateau, qui reste quand même plutôt lisible tout en étant quand même assez chargé, mais ça reste lisible. Voilà. Après, on va parler de la partie qui nous intéresse, évidemment. J'espère si vous êtes sur cette chaîne qui est le gameplay. Comment ça se passe? Donc, c'est vraiment assez classique ce que vous pouvez imaginer. En gros, la bête va jouer des cartes de direction face cachée et va jouer une carte action. Enfin, elle va jouer une carte action qui, si elle lui permet de se déplacer, va permettre de mettre des cartes de direction face cachée. Et on a un petit plateau derrière sur lequel on met son petit déplacement. Et à chaque fois que les chasseurs soit viennent sur sa case ou passent par un endroit par lequel la bête est passée, bah évidemment, il y a des petites empreintes qui se mettent. Et du coup, les chasseurs vont devoir un peu déduire ce qui se passe. Et quand la bête attaque, ou qu'elle est révélée par les chasseurs, elle se révèle forcément. Et donc du coup, on enlève les cartes direction et à partir de là, on va pouvoir à nouveau faire un nouveau chemin et des nouvelles traces. Et donc les chasseurs vont devoir te suivre au fur et à mesure. Donc ce qui est marrant, je trouve, en termes de gameplay pour le coup, c'est que en fait, des fois, attaquer est un moyen d'arrêter de se faire suivre par les chasseurs, parce qu'en fait, les chasseurs ont tout un tas de cartes qui permettent de traquer les traces, notamment. Et quand ils ont une bonne idée du chemin par lequel t'es passé, ils vont très vite pouvoir venir sur ta position. Alors que des fois, attaquer va permettre d'enlever toutes les traces et donc du coup de les éviter de te suivre si toi t'es un peu loin mais qui peuvent suivre tes traces. Donc déjà il y a ça qui est assez intéressant. Il y a un autre truc très intéressant aussi qui est qu'en début de manche et qui est même critique, hein, il y a une draft de cartes un petit peu à la Blood Rage avec le haut qui est jouable par les chasseurs et le bas par la bête. Et en fait, du coup, le draft classique, on prend une carte et tout, mais il faut à la fois prendre des cartes qui, toi, sont intéressantes pour toi, et à la fois contre-drafter un petit peu la bête, ou inversement. Et donc, c'est assez technique à jouer, parce qu'en plus, il y a aussi ce truc de garder suffisamment de déplacement, suffisamment d'attaque. Il faut un peu planifier déjà ton tour et comment ça pourrait se passer. Et des fois, ça se passe pas du tout de la bonne manière. Donc, du coup, cette draft a quand même un côté vraiment très très impactant. Et en plus de ça, autre petit twist aussi, c'est qu'à ton tour de jeu, tu peux jouer une carte qui a un symbole rouge et une carte qui a un symbole bleu, comme on le voit ici, là, le petit symbole rouge, là. Et du coup, il faut souvent un petit peu équilibrer entre ça, sachant que c'est un jeu où tu temporises pas mal aussi, parce que notamment en tant que bête, des fois, t'as quand même intérêt à ce que les chasseurs crament le plus vite possible leur carte d'action et que toi, il t'en reste, parce que tant que tout le monde a pas passé,
et donc à pas utiliser toutes ces cartes actions notamment, bah le jeu s'arrête, la partie s'arrête pas, donc potentiellement, enfin la manche s'arrête pas, donc potentiellement les chasseurs, ils peuvent leur rester plus de cartes et la bête lui rester deux trois cartes pour faire des derniers moves. Donc il y a toute une notion de temporisation pendant un tour de jeu qui est hyper importante aussi, et ça le rend assez technique. Un peu plus technique que la moyenne de ces jeux-là, parce qu'en plus, il y a encore une troisième couche qui s'ajoute, une petite dimension un petit peu RPG, qui est qu'à chaque manche, on peut utiliser des sous pour avoir, enfin des sous, je sais plus comment ils appellent ça, des corruptions, je crois, pour, mais en gros c'est de la monnaie, pour augmenter les stats de sa bête ou de ses chasseurs. Sachant que pour la bête, c'est plus simple que pour les chasseurs, mais la bête a beaucoup plus d'options, comme on peut le voir là. Tout ça, c'est des emplacements qu'on peut débloquer. Et donc, en fait, il va y avoir une montée en puissance de la bête et des chasseurs au fur et à mesure, avec des sur lesquels il faut tenir compte, parce que potentiellement, ça débloque des nouveaux pouvoirs, donc des nouvelles infos, à la fois pour celui qui les a débloqués, mais à prendre en compte pour les autres. Donc voilà, tout ça donne un jeu quand même assez technique, avec pas mal d'infos entre la draft de cartes et cette montée en puissance. C'est pas évident. Il y a aussi des scénarios, mais les scénarios, il y en a que deux. Donc ça va, ça reste carrément gérable. La seule différence, c'est qu'il y a un plateau recto-verso selon que tu joues à 2, 3 ou à 4. Sachant que quand tu joues à 2, tu vas jouer deux chasseurs en même temps. En fait, la config de base n'est qu'à 3, mais que tu peux jouer à 2. Et à 4, le plateau est vraiment très différent, beaucoup plus vaste. C'est un jeu assez différent pour le coup. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est quand tu joues à 3, soit tu joues sur le plateau normal, soit un des chasseurs, s'il est à l'aise, un des joueurs, s'il est à l'aise, il va pouvoir jouer deux chasseurs et l'autre un. Et donc, ça permet de jouer sur la config à 4 pour varier aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ça demande un peu de technique, évidemment, de jouer deux chasseurs en même temps et de jouer deux mains en même temps, mais ça se fait. Et voilà, quoi. Moi, je trouve le jeu... En fait, là où le jeu est très plaisant, c'est dans toute la symétrie qu'il propose. Parce que là, vous voyez une bête et il y a un choix de chasseurs parmi 8, 6, si je dis pas de bêtises. Et les bêtes, pareil, il y en a 6 ou 7. Donc ça renouvelle vraiment. Les bêtes ont vraiment des façons de jouer assez différentes parce que tu as aussi un deck de base qui correspond à ton identité, en plus des cartes que tu vas drafter. Et donc chaque bête a vraiment un set assez différent, plus les pouvoirs et tout. Ça permet vraiment, vraiment de renouveler le jeu. Il y a aussi une partie assez technique qui est sur le côté, chaque bête a une espèce de lieu de favori, donc chaque case est un lieu. Et par exemple, lui c'est la forêt plutôt, on le voit ici. Et du coup, il y a des cartes qui ne peuvent se jouer que si t'es sur la forêt, donc il y a un truc assez technique là-dessus, sachant qu'il y a des cartes qui permettent de convertir des terrains aussi. Et le but du jeu, dont j'ai pas vraiment parlé, en tout cas sur le scénario de base, c'est de tuer deux villageois. Il y a trois villages sur le plateau à 3. C'est de tuer deux villageois sur 3 et la bête a immédiatement gagné. Pour que les chasseurs gagnent, il faut avoir passé le nombre de manches requis par le scénario sans que la bête ait accompli son objectif ou d'avoir tué la bête. Donc il y a vraiment des manières de jouer le chasseur un petit peu différentes. Souvent, le chasseur va vouloir quand même être très défensif pour essayer de protéger au maximum les positions, parce que si les chasseurs se mettent trop hors de position et qu'ils ont mal anticipé les déplacements de la bête et que la bête est à l'autre bout, ça va être très facile pour la bête. Après, il y a quand même des moyens de pallier à ça, parce qu'il y a des cartes qui permettent de se téléporter dans des villages et tout pour les chasseurs, mais c'est là où la draft devient assez technique, c'est que le loup, enfin la bête, peut savoir, si par exemple elle a drafté elle-même ses cartes, peut savoir un peu les options qu'ont les chasseurs et totalement la bloquer sur la draft, et du coup jouer en conséquence. Donc c'est là que la partie gestion de cartes est vraiment très très subtile et très technique, et sur laquelle il faut pas se foirer. Donc quand tu joues la bête, contre des chasseurs qui ont déjà joué, il faut déjà avoir joué toi-même aussi. Si tu es débutant avec des joueurs qui ont déjà joué, il faut jouer le chasseur, clairement. La bête, ça va être trop technique sans connaître vraiment les engrenages du jeu. Mais voilà, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai pas mal joué quand même, parce que t'as envie de tester toutes les options, déjà de tester la bête, de tester les chasseurs, les différentes bêtes, les différents styles de chasseurs. T'as des bêtes qui sont vraiment plus dures à jouer que d'autres. Je vous conseille, tant que vous connaissez pas le jeu, de jouer Fangrir pendant quelques parties, parce que c'est à la fois la bête la plus facile à aborder entre guillemets, et aussi la plus puissante potentiellement. En tout cas, quand tu connais moins le jeu, c'est clairement la plus puissante. Quand tu commences à connaître le jeu, les autres bêtes plus techniques peuvent atteindre ce stade de puissance, mais vraiment celle-là c'est la plus intuitive et vraiment potentiellement la plus forte.
Quand tu regardes sur BGG, globalement, tous les joueurs s'accordent à dire que c'est la bête la plus forte de toute façon. Donc voilà, ça permet aussi d'équilibrer le jeu potentiellement aussi, parce que si quelqu'un connaît très bien le jeu, il va jouer une bête plus technique à jouer contre des chasseurs moins expérimentés qui vont jouer peut-être des chasseurs qui synergisent mieux entre eux. Parce qu'en plus, les chasseurs, tu choisis tes plateaux chasseurs une fois que tu connais la bête en face. Évidemment, il y a des chasseurs qui fonctionnent plus ou moins bien selon certaines bêtes et des synergies qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc voilà, comme vous voyez, par rapport à ce que je dis, il y a quand même beaucoup, beaucoup à faire. Je trouve le jeu très agréable, mais c'est vrai, on va rentrer un petit peu dans les points négatifs, c'est vrai qu'aussi ce côté très technique peut le rendre aussi un peu frustrant, parce qu'une mauvaise draft peut conduire à des tours à une manche qui peut potentiellement être peu satisfaisante, où on a l'impression d'un peu subir les choses. Parce qu'il n'y a pas 40 000 actions non plus, hein. Tu joues 7 cartes actions quand t'es la bête, 8 cartes actions quand t'es la bête, 7 quand t'es les chasseurs. Et en fait, si t'as un peu mal synergisé tes cartes, potentiellement, ça peut pas très bien se passer. Notamment quand t'es la bête en plus, où tu te fais traquer très rapidement et que les chasseurs grillent très vite par là où t'es allé. Mais il y a toujours des moyens de rebond, mais ça peut passer par une manche un peu frustrante. Donc voilà. Euh, Point négatif aussi évident, si vous aimez pas ce style de jeu, ça va pas vous réconcilier avec. Par contre, si vous n'êtes pas spécialement ultra fan de ce style de jeu, et moi je suis pas ultra fan de ce style de jeu, bah là pour le coup, l'enrobage thématique et tout le côté un peu draft et le côté un peu RPG évolution va vraiment pouvoir vous permettre de vraiment apprécier. Moi c'est le cas. Clairement, comme le jeu a une thématique et une draft et un côté RPG que j'aime beaucoup, et asymétrique que j'aime beaucoup, bah du coup, ça compense le fait que c'est pas forcément spécialement mon style de jeu, donc du coup, je me retrouve à vachement l'apprécier grâce à tout ça. Voilà, et puis voilà, hein, dans les côtés négatifs, voilà, moi je dirais que parfois le côté technique du jeu est un peu au détriment de son propre bien, et peut soit mener à des manches un peu frustrantes, soit créer aussi un petit peu des frustrations quand les joueurs n'ont pas vraiment le même degré de connaissance sur le jeu. Mais comme je disais, il y a des moyens de pallier un peu à ça en étant un peu intelligent et en répartissant les rôles des bêtes et des chasseurs de manière intelligente et en pas utilisant par exemple Fangrir quand tu connais très bien le jeu et que tu joues contre des débutants, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Si c'est un petit peu votre style de jeu, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Et si vous êtes attiré par la DA, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Euh, Ah si, au niveau des points un peu négatifs, le jeu est un peu long pour ce style de jeu. C'est après selon comment la partie se finit, mais une partie un peu disputée, c'est facile 2 heures. Et ça demande un bon investissement quand même sur les règles et tout. Il y a des petits points de règles qui sont un petit peu bizarres. La règle globalement est bien faite. Mais il y a des petits points de règle où ça, moi perso, ça a nécessité 2 3 questions sur BGG. Mais bon, voilà, c'est parce que je suis assez tatillon sur ces choses-là. Mais voilà, globalement, le jeu est quand même vraiment bien foutu en termes de règles. Et pour le coup, il y a assez peu de règles au final. Et elles sont plutôt assez évidentes. Donc voilà. Niveau édition, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est nickel, comme vous pouvez le voir. Pour un jeu à 70 euros, si je dis pas de bêtises, bah déjà la DA fait tellement le taf que voilà, c'est incroyable. Et puis je trouve que tous les petits pions, les sangliers, les ours là et les moutons, ça fait vraiment bien le taf. Les standees, moi je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça beaucoup mieux que des figurines. Par contre, c'est vrai que là, sur la version de luxe, tu avais des standees en acrylique. Et là, évidemment, c'est un step au-dessus, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais les standees en carton marchent vraiment très bien, je trouve. Voilà, moi je trouve que pour le prix, le matos c'est vraiment vraiment nickel. Il y a un insert en plus dedans, donc ça se range très très bien. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, moi c'est un de mes jeux préférés là pour la rentrée. Et j'adore la thématique, donc voilà, et la DA. Donc voilà, très chaude recommandation pour moi si vous êtes un tant soit peu sensible à la fois ce style de jeu et à la fois la direction artistique évidemment. On va passer sur un jeu un petit peu plus léger, qui est un peu le buzz du moment, qui est Far Away. Ça vient tout juste de sortir. Et je me permets d'en faire une review, parce que je crois que j'en ai fait plus d'une dizaine de parties déjà. Alors pourquoi j'en ai fait autant? Déjà, ça se joue, c'est très rapide. C'est un quart d'heure les parties à deux. Et ça se joue très facilement à deux, ça se joue très facilement à plus aussi. Voilà, globalement, la mécanique, c'est très très simple. Tu poses une carte à ton tour, qui a une initiative.
Et plus l'initiative est basse par rapport à tes adversaires, plus tu as la primauté à choisir une carte de la rivière. Et tu as 3 cartes en main et tu continues comme ça jusqu'à avoir posé 8 cartes. Voilà. Non, il n'y a pas que ça. Il y a presque que ça. Autre utilité, quand tu poses une carte qui a une initiative plus importante que ta carte précédente, tu pioches une carte du sanctuaire qui est ce petit paquet là. Alors tu pioches une ou plusieurs cartes du sanctuaire selon les icônes cartes que tu as. Et t'en choisis une et tu la poses. Et ces cartes-là vont te permettre d'avoir à la fois des symboles de ressources, à la fois des points de victoire, à la fois des couleurs, à la fois d'autres choses, à la fois d'autres symboles, on va dire. Et du coup, je vous ai parlé de ressources. Bah ouais, il y a des ressources parce qu'en fait, les cartes, en fait, c'est une espèce de collection de cartes à points de victoire. Et en fait, bah, t'as des ressources qui vont te permettre de scorer des points. Par exemple, ici, si on voit bien, est-ce qu'on va bien voir? Oui, on voit bien le zoom. Juste, ça a beaucoup trop zoomé. Et c'est à l'envers, génial. Donc là, on voit beaucoup mieux. Voilà, là, par exemple, cette carte, elle nécessite d'avoir 4 ressources bleues, comme ça, 4 pierres. Et si c'est le cas, en fin de partie, on aura 14 points. Parce que le scoring est un petit peu particulier. C'est là qu'il y a un petit peu un tweet sur lequel desquels pas mal de gens parlent. C'est qu'en fait, une fois qu'on a posé ces 8 cartes, on score les 8 cartes à l'envers, en fait. Ce qui veut dire que l'aspect technique du jeu, il est un petit peu là. Il est qu'en fait, si on a posé une carte, par exemple, en huitième position qui nécessite 4 symboles pierre bleue, bah, globalement, les 4 symboles, ils vont être très compliqués à obtenir parce qu'il faut que ce soit des cartes à la droite et il n'y a pas de cartes à la droite. Il y a une petite subtilité qui est que ça peut être des cartes du sanctuaire aussi, qui ont des symboles. Et d'ailleurs, souvent, on va aller chercher des ressources là parce que ça permet de scorer quelques grosses cartes, plutôt en fin de game, mais qui vont permettre de les avoir ici. Ça permet aussi en fait d'avoir, il y a un espèce de truc de risk and reward dans le jeu où des fois on va poser des cartes qui sont un petit peu coquines en termes de, en termes de points de victoire, mais aussi en termes de prérequis. Et du coup, des fois, on va prendre des risques là-dessus en se disant, euh, je vais choper une carte sanctuaire qui va me choper le bon symbole, mais tu as des moyens aussi de mettre des cartes sur ta droite qui vont pas te rapporter de points, mais qui vont te rapporter les bons symboles. Donc tu as toute cette finesse, et c'est là vraiment qu'est la principale force du jeu, et il faut y jouer pour le comprendre, en fait, clairement, parce que moi j'avais lu les règles et tout, j'étais là, tiens, ça a l'air intéressant, mais tu saisis pas vraiment sans y avoir joué. Mais tu as vraiment une finesse et un questionnement permanent du risque que tu es en train de prendre et de comment tu dois assembler tes cartes et de quelles cartes de sanctuaire tu pourrais choper, comment. Est-ce que tu vas faire une partie où tu vas choper beaucoup de cartes de sanctuaire en montant les initiatives ou une partie où tu vas les monter moins, mais en ayant des cartes qui s'associent mieux avec des ressources qui s'associent mieux sur des points de victoire. Voilà, il y a tout un espèce de jeu comme ça de risk and reward. C'est vraiment un jeu de risk and reward pour le coup et de planification. Et sur un jeu de format aussi court, bah c'est la grosse claque en fait. C'est vraiment en termes de game design, ils ont réussi à trouver l'espèce de compromis magique entre cette couche tactique de réflexion qui est juste sur poser une carte et en même temps comment optimiser ça au mieux pour scorer au mieux parce qu'au final ça reste un jeu de scoring, on va pas se le cacher, mais c'est quand même vraiment très très fin et très 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 bien pensé. Euh, Il y a des défauts, forcément, mais en tout cas, clairement, la qualité principale est faire un jeu aussi minimaliste, à la fois en termes de matos et de règles, qui tient en 15 minutes et avec un espace de décision tactique qui marche vraiment. Bah, bravo. Voilà. C'est un peu, voilà, quand tu te places d'un point de vue designer, pour moi, c'est un peu le genre de jeu que n'importe quel designer aurait envie d'avoir conçu et aurait eu envie d'avoir l'idée. En plus de ça, c'est pas si simple que ça en termes de game design derrière, parce que pour équilibrer toutes ces cartes-là, c'est pas si évident, parce qu'en fait, là où il y a une balance qui se fait, c'est que déjà, tu as 3 types de ressources qui n'ont pas le même degré de rareté, premièrement. Deuxièmement, les cartes qui rapportent en général beaucoup de points de victoire, qui dépendent des ressources, elles ont une grosse initiative. Pour pas que derrière, ça soit trop facile de choper les ressources sur les sanctuaires. Pourquoi? Parce que dès que tu poses une carte qui a une valeur plus importante, direct, bam, tu vas chercher des cartes sanctuaires. Et ces cartes sanctuaires, en fait, elles rentrent pas dans la règle dès que tu scores de droite à gauche, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis tu scores de droite à gauche, dans ce cas-là, en fait, cette carte-là, elle dit, vous faites 3 points par carte jaune et verte, ben, toutes les cartes à gauche, là, ne vont pas scorer, en fait, pour ça. Donc du coup, il y a ça qui va, il y a la carte elle-même qui va scorer, plus les cartes du sanctuaire. Et c'est là où il y a un truc assez malin sur les cartes du sanctuaire, et clairement on a envie d'aller en chercher le plus possible, c'est que ces cartes-là, elles vont permettre à la fois d'avoir des ressources et à la fois de scorer pour toutes les cartes. Donc du coup, fondamentalement, elles sont plus fortes. Donc évidemment, elles ont été équilibrées en fonction. L'initiative a été équilibrée, comme je disais, en fonction des points qu'elle rapporte et des ressources qu'elle rapporte aussi. Souvent, par exemple, les cartes qui rapportent beaucoup de ressources et pas de points de victoire, elles vont avoir une très faible initiative. Parce que du coup, tu vas avoir envie de les mettre devant, à gauche. Mais non, parce que tu vas vouloir les utiliser pour les ressources et donc les mettre plus à droite pour les utiliser pour des ressources. Donc vous voyez un petit peu le délire et le casse-tête un peu que ça pose, à la fois pour le joueur et à la fois en termes de game design dans la conception des cartes. Sur les points négatifs, on va y arriver immédiatement. Forcément, quand tu as un concept aussi minimaliste, il y a des choses qui sont un peu frustrantes dedans. Premièrement, il y a une règle avancée dans la règle qui est que plutôt que d'avoir juste 3 cartes pour démarrer au début, t'en prends 5 et t'en chopes 3. Bon, c'est un palliatif pour pallier au fait que clairement, il y a des cartes que tu as envie d'avoir en main de départ. Typiquement, toutes les cartes à gros points de victoire sur les ressources, tu as envie de les avoir en main de départ. Et qui ont une carte en plus, tu as envie de les avoir en main de départ pour le début. Qu'est-ce que c'est la fameuse carte dont je parle? C'est une map en fait. C'est que c'est en fait ce qui te permet d'aller chercher plus de cartes dans les sanctuaires. De base, t'en prends qu'une et tu la poses. Mais plus tu as de symboles de cartes, plus tu vas piocher de cartes du sanctuaire et quand même en garder une, mais tu vas piocher celle qui t'intéresse en fait, avec les ressources qui t'intéressent, les points de victoire qui t'intéressent, les couleurs éventuellement. Donc en fait, c'est très très important quand tu joues sanctuaire d'avoir des icônes de cartes, c'est celui-là, parce que sinon, ta pioche, elle va être complètement random, et du coup, tu vas te retrouver potentiellement avec des sanctuaires qui t'intéressent beaucoup moins, et donc tu diminues totalement l'efficacité du sanctuaire. Donc du coup, clairement, en début de game, tu as envie d'avoir ces cartes-là qui ont plus de 60 d'initiative et qui font 18, 20 points et qui ont en plus un icône carte. Parce que clairement, à la fois, elles vont te scorer 18 et 20 points et c'est parmi ce qui se fait de plus fort parmi les cartes. Et en plus de ça, bah, cette icône map, comme je disais, plus tu la taux, plus il est important. Évidemment, quand tu vas poser ta deuxième carte, tu vas pas difficilement pouvoir monter l'initiative, mais c'est pas grave. Il y a des moments en fait où tu vas sacrifier une carte de sanctuaire pour aller poser une série qui marche mieux en fait. Voire même parfois, tu as des parties, en fait, tu vas piocher que 3 cartes sanctuaires, d'autres tu vas en piocher 6. Mais voilà, en fait, pareil, là, il y a un équilibre tactique à trouver là-dedans. Mais bon, comme je disais, moi je trouve que quand même la main de départ, elle a vraiment une incidence vraiment très très forte. Voilà. Deuxième problématique, entre guillemets, deuxième défaut, je dirais, c'est l'interaction. L'interaction est du coup très faible, parce que clairement, c'est un puzzle solitaire. La seule interaction qu'il y a, c'est sur la rivière, du coup, comme je disais. Et à deux, elle est assez faible. Elle existe, parce qu'évidemment, tu peux contre-drafter une carte qui met vraiment l'adversaire dans la merde. Mais le problème, c'est que du coup, ça crée un petit truc de contre-draft qui, comme il y a très peu de cartes que tu poses, il n'y en a que 8. Bah du coup, ce contre-draft peut avoir un effet vraiment très négatif. C'est pas juste je te ralentis, c'est genre je te pique l'ananas dont t'as besoin et il n'y a jamais d'ananas qui sortent et il n'y a jamais d'ananas sur les cartes sanctuaires. Bah t'es dans la merde en fait. Alors, ou alors il n'y en a pas assez en fait. Et t'es vite dans la merde. En plus de ça, le choix de cartes, bah, du coup, est très faible. Et donc, du coup, l'incidence de l'initiative à deux, elle est assez faible. Parce qu'en fait, bah, c'est juste choisir une carte parmi trois. Et souvent, ça arrive que parmi ces 3 cartes, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse à ce moment-là. Donc du coup, c'est là où l'initiative a quand même une importance plus importante sur la draft dans la rivière. Parce que comme je disais, plus ton initiative est basse, plus t'as un choix plus t'as un choix haut dans la rivière. Parce qu'en fait, thématiquement, c'est comme si t'avais peu exploré en fait. Et si quand t'as beaucoup exploré, donc t'as mis une carte à grosse initiative par rapport à ton exploration d'avant, bah du coup c'est là que t'as découvert un trésor et des sanctuaires. Thématiquement ça fait sens, hein. Pour le coup, je trouve que là aussi l'intégration thématique marche vraiment quoi. Mais voilà, je trouve qu'à deux, la rivière elle est pas hyper satisfaisante. Et du coup tu peux te retrouver vraiment en mode. Enfin, l'interaction est très très faible et la rivière est moins satisfaisante à deux.
Et puis vraiment, tu peux te retrouver dans une situation où plusieurs fois, dans une rivière de 3 cartes, ce qui est assez peu, avec des cartes qui intéressent personne en fait. Ça me pose un peu souci, mais bon voilà, il n'y avait pas 40 000 moyens de régler ça, clairement. Moi, je pense que ça peut être réglé quand même par des variantes à 2 joueurs. Je pense notamment en augmentant la main de départ. Peut-être faire une draft aussi. Je trouve qu'il y a un truc intéressant à faire une draft. Ah oui, parce que j'ai dit draft par abus de langage, mais c'est une main de cartes en fait. La variante, c'est juste à 5 cartes et t'en choisis 3. Bon, voilà. Moi, je pense qu'à 2 en tout cas, et je comprends pourquoi ils font pas de draft, de variante à 2, machin et tout, parce que évidemment, vu que c'est un jeu familial, l'idée est que les gens se l'approprient très vite et que ça prenne pas 15 ans à lancer. Mais je pense qu'à 2, quand tu commences à connaître le jeu et que t'aimes bien les jeux un peu techniques, je pense qu'il y a des variantes à faire à la fois sur la rivière et à la fois sur la main de départ où je me dis qu'il y a une draft qui peut être intéressante, une draft à plus de cartes qui peut être intéressante parce que l'incidence de certaines cartes, je trouve, en main de départ est vraiment importante. Et puis voilà, moi je dirais que c'est à peu près les seuls défauts. Parfois, voilà, il y a ce côté un petit peu chaos, voilà, comme je disais sur la rivière et tout. Mais voilà, c'est dur à compenser sur un jeu, forcément sur un jeu aussi court dans lequel tu poses aussi peu de cartes. Forcément, il y a des phénomènes de lissage de chaos qui ne peuvent pas avoir lieu. Mais, encore une fois, pour un jeu de 15 minutes comme ça, pouah, la prouesse, c'est quand même une sacrée prouesse. Et pour moi, les défauts, en fait, ils sont juste liés à la proposition de gameplay qui pouvait être difficilement autrement, en fait. Ils ont vraiment poussé le jeu au max de ce qu'ils pouvaient pousser, je pense. Même si, effectivement, il y a quand même quelques trucs frustrants sur des éléments de chaos et des éléments d'interaction. Mais voilà. Et après, en termes d'édition, bah, c'est parfait. Voilà, ça tient dans une petite boîte, t'as 2 paquets de cartes, t'as rien d'autre en fait. Donc que demander de plus? Là encore une fois, ça rentre parfaitement dans le côté très facile à sortir, très facile à expliquer, pas de matos. Tu sors le jeu, tu joues. Voilà. Et c'est là que le jeu est très très fort quoi. Et graphiquement, la DA, je la trouve plutôt sympathique. Ils ont tenté un petit peu quelque chose, un petit peu BD. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Ouais, ça rappelle des trucs de BD franco-belge un peu atypiques. Moi, je trouve que ça marche. Ils ont fait un petit truc assez rigolo aussi, c'est que t'as 4 boîtes. C'est exactement le même jeu à l'intérieur, mais avec quatre personnages différents sur les boîtes. Pareil, plutôt malin. Voilà, moi je trouve que Catch-Up Games sur les jeux familiaux, ils ont tendance quand même à être très forts parce que je trouve qu'il y avait par exemple Paper Tales aussi que je trouve assez fort aussi, autant en termes d'édition que de game design. Donc voilà, très fort Far Away, ça mérite le buzz qu'il y a autour. L'autre jeu à buzz en ce moment, c'est Knar aussi, dans la catégorie famille. Et là, bah, j'ai voulu en fait faire Gnar et Far Away en même temps parce que c'est un peu les deux jeux qui buzzent. Et pourtant, Knar pour moi passe un peu plus à côté. En tout cas pour moi. Pourquoi? Alors, je trouve le core design, ce que j'appelle le core design, c'est la mécanique principale qui régit le jeu. Je la trouve brillante. Je la trouve vraiment très bonne. En fait, ils ont réussi à faire un truc qui se rapproche un petit peu de Splendor, mais sans être Splendor en fait, sachant que Splendor, le core design est absolument brillant, et que c'était une manière totalement nouvelle de gérer des ressources et des cartes. Là, je trouve qu'ils réussissent à capturer l'essence de ça. Pourquoi? En fait, à ton tour de jeu, soit tu poses une carte et t'actives toutes les cartes de la même couleur. L'activation en haut, c'est le petit symbole en haut. Et en plus de ça, là aussi, petit twist vraiment très sympathique, tu récupères une carte qui correspond à la colonne violette. Donc là, par exemple, si tu as posé une carte violette, tu regardes le symbole violet ici, donc tu vas récupérer cette carte. Donc à la fois, au moment où tu poses, tu as envie de faire des combos d'association de ressources, et en plus de ça, tu as aussi envie de récupérer une carte qui t'intéresse. Des fois, évidemment, tu peux pas faire les deux en même temps, mais voilà. Petit choix qui se pose ici, qui est plutôt sympathique. Ou tu vas chercher une expédition ici, en dépensant des cartes de cette même famille. Donc là, par exemple, ça te dit il te faut 2 rouges, bah tu défausses 2 rouges et tu fais cette expédition. Tu gagnes des bonus immédiats et tu postes cette carte au-dessus ici, comme on voit ici. Ok. Il y a du coup 3 ressources dans le jeu. Je dis 3, en fait il y en a 4, mais je vais expliquer pourquoi je dis 3. En fait, il y a des points de victoire, qui est ce symbole.
Il y a ça qui est la réputation, qui est en fait du point de victoire différé, parce qu'en fait ça te fait monter sur cette piste, et quand tu atteins certains paliers, bah, en début de round, tu as des revenus de points de victoire. Donc pour moi, c'est plus ou moins la même ressource, c'est une ressource point de victoire. Et après, tu as le casque et la couronne comme ça. Alors, voilà. Le casque, c'est très très fort. C'est Joker en fait. Ça te permet, tu utilises un casque, ça te permet d'éviter d'envoyer des cartes comme ça. Donc ça te permet d'aller faire les expéditions, qui sont aussi, j'ai pas dit, il y a des niveaux 1 qui sont du moteur, des niveaux 2 qui sont une grosse façon de faire des points de victoire. Voilà. Et t'as la lyre, qui en fait te permet d'activer en action gratuite, qui te permet d'activer tous les symboles. Et en fait, plus t'as de lyre, plus tu vas activer 2 colonnes. Évidemment, tu as envie de le jouer quasi systématiquement quand tu en as 3. Hormis dans cette situation-là, par exemple, où tu n'as que 2 colonnes remplies, tu vas le jouer qu'à 2. Mais en général, tu vas vouloir le jouer au moment où tu as plus d'effets et au moment où c'est le plus optimal. Et donc d'en dépenser 3 pour enchaîner tes 3 colonnes, faire plus d'effets, des points de victoire, tout ça, évidemment. J'ai un petit peu menti sur les ressources. Tu as aussi cette ressource, la carte, qui est en fait prendre une carte et la mettre dans une des colonnes sans activer les bonus. Mais bon, voilà, c'est un peu plus marginal. Mais globalement, c'est là où le jeu me pose un petit peu problème. C'est que je trouve le core design complètement brillant. Mais en fait, il est lié à très peu de choses derrière. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a que 3 ressources, ben, du coup, tu te retrouves à faire des choses un petit peu limitées et des choses un petit peu tout le temps dans le même ordre parce qu'en fait, tu comprends très bien ce que le jeu demande de toi. Ce que le jeu demande de toi, en gros, c'est au début d'accumuler des ressources, notamment des casques, parce que le casque en début de partie, c'est clairement la ressource la plus forte parce que bah, ça te permet d'aller faire les expéditions, d'aller faire des expéditions de moteur, donc de niveau 1, pour se faire un petit moteur ici, récupérer ses ressources en immédiat, pour après potentiellement aller à la fois chercher bah, des expéditions de niveau 2 pour avancer très vite sur les points de victoire, à la fois avoir des couronnes qui te permettent de déclencher tous tes dracars là, que tu auras posés, toutes tes expéditions que tu auras posées, en 3 par 3 évidemment, parce que comme je disais, les mettre en moins de 3, bon, hormis certaines exceptions, ça n'a pas vraiment trop de sens. Et puis au bout d'un moment, bah, clairement, tu passes en Switch où tu vas plus du tout poser de cartes, tu vas faire des expéditions à gogo parce que bah, tu as besoin de monter sur les points de victoire, parce que ça s'arrête quand quelqu'un atteint les 40 points, si je dis pas de bêtises. Plus 30 ou 40, non, je crois que c'est 40. C'est ici, ouais, quand tu as fait un tour. Et en fait, tu te retrouves un peu, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, comme tout est très resserré, tu te retrouves très vite à faire les mêmes choses et à jouer de la même manière. Alors évidemment, après, tu vas panacher des choses un petit peu différemment. Il y a des parties, tu vas faire un peu moins d'expéditions de niveau 1, tu vas passer plus vite au niveau 2, donc tu vas faire un peu moins les couronnes, et tu vas faire un peu plus des grosses expéditions. Mais bon, globalement, tu vas quand même faire un peu de tout, parce que tout est bien, et tu vas accumuler tes expéditions de moteur. En fait, là où c'est un petit peu technique, c'est le switch de à partir de quand passer à des trucs de moteur à faire max de points de victoire. Mais globalement, moi j'ai trouvé que le switch se faisait de manière assez naturelle et spontanée. Voilà. Je trouve qu'en fait, l'espace de décision, malheureusement, dans le jeu est assez faible, en fait. Et en plus de ça, au début, tu démarres avec ce petit plateau qui a un joker. Et en fait, je vous conseille très rapidement, dès votre deuxième partie, de le retourner. Et pas d'avoir ce joker en plus, parce que du coup, le jeu a vachement accéléré sur les expéditions quand t'es comme ça. Donc voilà, il y a une espèce de petite variante expert aussi où tu peux tirer une carte événement qui te fait un petit bonus pendant la partie, un petit effet permanent pendant la partie pour tous les joueurs. Bon, voilà, c'est un peu léger, hein. On sent qu'en fait le jeu manquait de consistance pour les joueurs un petit peu taquins et qu'ils ont essayé de rajouter un peu un truc. Voilà, moi je suis un peu déçu parce qu'en vrai le core design est vraiment excellent, mais moi personnellement à ma convenance, je trouve que ça aurait mérité de d'étendre ça à un système de jeu un petit peu plus riche. Je dis pas qu'il fallait sortir de la catégorie familiale, on voit très bien que le jeu est à destination familiale, mais je trouve que ça manque de trucs un peu taquins quand même dans le jeu et de trucs un peu techniques. A contrario de Faraway, je les compare, ils n'ont pas nécessité à être comparés, mais c'est 2 jeux plus ou moins de la même catégorie familiale qui vont se destiner plus ou moins au même public, mais qui pour moi, Faraway arrive à la fois à concilier ce public familial tout en étant assez taquin et technique, parce qu'il y a quand même
pas mal de ressources, pas mal de façons de scorer. On sent que l'espace de décision est bien plus important. Où là, dans Knar, on a un core design qui est vraiment très très bon. Peut-être meilleur même d'ailleurs que celui de Faroe. En tout cas, peut-être plus à mon goût. Mais qui du coup a un espace de décision tellement réduit qu'au final, bah, pour moi, le jeu a quasi zéro de marge de manœuvre, de technique en fait de jeu et d'espace de décision au bout d'un moment. Et va se jouer un peu en mode pilote auto. Et moi, j'ai regardé un peu sur BGG, c'est un peu les impressions qui ressortent beaucoup. C'est que beaucoup de gens bah, ont kiffé le jeu sur les premières parties et très vite en ont vu le bout en fait. Et moi, au bout de deux trois parties, j'avais déjà plus envie d'y jouer. Non pas que le jeu est désagréable, hein, il est plutôt court et tout en plus, mais j'en ai déjà fait le tour en fait. J'ai déjà compris comment il marchait, comment il fonctionnait. L'espace de décision est pas assez gros en fait. Et je trouve ça, et du coup, il n'y a pas d'interaction non plus. Bah, voilà, on est dans un jeu, encore une fois, l'espace de décision est d'autant moins grand qu'en plus, il n'y a pas d'interaction. Donc c'est aussi un problème de Faroe, mais là, comme l'espace de décision est encore plus faible, bah du coup, ça devient encore plus une problématique. Parce que là, oui, d'accord, il y a la bataille sur les expéditions et tout, mais comme je disais, les expéditions, notamment par le fait qu'il y a des jokers, de toute façon, tu vas réussir à les faire. Donc voilà, un petit peu déçu, mais voilà, j'en attendais pas spécialement, mais voilà. En tout cas, par rapport au buzz, je comprends pourquoi il a buzzé, parce qu'une première partie te laisse un sentiment très agréable, parce que le core design est encore une fois très bon, et chapeau au designer. Mais moi, là où je reproche plus, c'est pas au designer du coup. Pour moi, c'est plus à l'éditeur qui, pour moi, a trop restreint le jeu en fait, ou en tout cas a pas tenté de l'ouvrir un peu plus pour le rendre un peu plus technique. Encore une fois, je comprends, il faut rester familial, il n'y a pas de souci et tout, mais quand même, là c'est trop, et même pour moi, un public familial va très vite en faire le tour, peut-être pas au bout de deux parties, mais peut-être au bout de 5 ou 6. Et je trouve que sur un jeu rapide et facile à sortir comme ça, c'est très dommage, parce que pour moi, ce genre de jeu, c'est des jeux pour être fait à jouer à plus de 10 parties facile, même pour un public familial, et je trouve ça dommage. Et en termes d'édition, bah, c'est nickel, d'autant plus frustrant que moi je trouve que la DA est incroyable. On a des cartes de tarot, c'est très agréable. Sur le choix des couleurs des plateaux, c'est un peu foireux, mais c'est pas très grave. Mais voilà, putain, quel dommage qu'une si belle DA et qu'une si belle édition au sens non développement, mais au sens vraiment édition, est bonne en fait. Et pareil, petite boîte, petit format, 20 balles, nickel, super, très beau taf. Voilà, moi je trouve que l'éditeur a pas assez poussé le développement pour le rendre un peu plus taquin, pour à la fois, y compris le public familial et les gens qui veulent des trucs un poil plus techniques sur cette gamme de jeux-là, ça manque de technique, clairement. Donc voilà, c'était ma petite pléthore de jeux, hein. Là, on est quand même sur un truc un peu particulier parce que deux jeux familiaux, c'est pas trop dans mes habitudes. Donc voilà, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo va être très experte, entre guillemets. Ça va être je pense que je vais faire une petite saga Great Western et faire une grosse vidéo sur tous les Great Western. Parce que bah, là, le New Zealand vient de sortir et j'ai déjà eu pas mal le temps de le doser. Donc voilà, et je suis un gros fan de la saga Great Western, donc je pense que ça peut être intéressant. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnez-vous, laissez des commentaires sur ce que vous avez pensé de ces jeux, et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao!